Vous regardez Télésud, bonjour à tous. En mettant sous pression le système éducatif français, l'épidémie de coronavirus a laissé apparaître ses faiblesses. Des faiblesses connues de tous et depuis longtemps. Entre l'institution, ceux qui la dirigent, ceux qui y travaillent et ceux qui en disposent, le fossé se creuse toujours un peu plus. Deux projets de loi en réforme, deux guerres idéologiques en querelles pédagogiques qui s'opposent et qui pourrissent le débat plus qu'elles ne l'éclairent, la question que tout le monde doit se poser est comment en sortir ? Des professeurs, des parents, des élus ont commencé à changer les choses localement, en se tournant par exemple vers une éducation prônée par de grands pédagogues. Des directeurs d'école tentent d'innover en réorganisant leurs établissements. Ces initiatives, rarement encouragées par les décideurs, n'aboutissent que très rarement tant l'institution est figée sur ses positions. Une crise peut devenir une opportunité de changement. Pourquoi celle que nous vivons ne serait pas propice à la prise de nouvelles décisions ? Rendons-nous à l'évidence, notre monde change plus vite que jamais. En 2010, les 10 métiers les plus demandés aux États-Unis n'existaient pas en 2004. 65% des métiers qu'exerceront nos enfants n'existent pas aujourd'hui. En 15 ans, 60% de la population mondiale a été reliée à Internet, là où il a fallu plus de 50 ans au téléphone pour atteindre cette ampleur planétaire. Alors, comment faire une bonne fois pour toutes pour avoir moins de questions et plus de réponses quand on parle de l'école de demain ? Marc Vanesson, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué général du premier think tank français dédié aux jeunes et à l'éducation, qui s'appelle Vers le haut. Ma première question est toute simple. Ça commence comme ça, le renouveau. Dès qu'on parle de l'école de demain, on parle de think tank, on ne parle plus d'association. C'est fini. Alors, Vers le haut est une association. On a repris ce terme anglais think tank, qui veut dire réservoir d'idées. En fait, notre métier, c'est d'aller collecter des idées auprès des acteurs de terrain. Vous parliez tout à l'heure des établissements qui innovent, des acteurs éducatifs qui innovent. On vient puiser auprès d'eux des idées pour transformer le système éducatif et on met ces propositions, ces idées à disposition des autres acteurs éducatifs et des décideurs publics pour accélérer le changement. Donc c'est ça, on est un réservoir d'idées. Et Vers le haut existe depuis ? Depuis 5 ans maintenant. Depuis 5 ans. Ce que je vous propose, avant de parler justement de vos actions, de vos initiatives et un peu de la situation concernant notre éducation nationale, c'est qu'on regarde un premier sujet qui recontextualise un petit peu tout ça et on se voit juste après et on débat là-dessus. Depuis de nombreuses années, quand on parle d'école, c'est pour évoquer le malaise des enseignants, les difficultés des directeurs, la colère des parents ou le désarroi des élèves. Remise en cause sur ses fondamentaux pédagogiques et sur son manque de diversité, l'école est accusée de tous les maux et attaquée sur tous les fronts. Et cela, malgré les volontés politiques et les réformes successives. Équation complexe que de satisfaire tout le monde sans se départir de sa mission et de ses objectifs. J'ai la conviction que c'est peut-être l'un des objectifs de l'éducation. Amener les élèves à trouver une place de citoyen, participatif, actif, critique dans la société de demain. Mais alors, que vaut véritablement notre école ? 150 milliards d'euros. C'est le montant alloué au budget de l'éducation nationale et de la jeunesse. C'est le premier budget de la nation. 102 000 euros, c'est le coût d'un élève français durant toute sa scolarité. 83 000 euros pour la Corée du Sud, qui dépense le moins au sein des pays de l'OCDE, et 154 000 pour la Norvège, qui dépense le plus. Quel est son niveau ? Selon le classement PISA, véritable baromètre pour les ministres de l'Éducation, la France se classe un peu au-dessus de la moyenne des pays, mais reste tout de même loin derrière ceux qui font le mieux pour leurs enfants. Quelles sont les solutions que l'on peut apporter à notre institution pour qu'elle réponde mieux aux demandes de tous ? Des plus folles aux plus structurées, les idées ne manquent pas. Mais par où et par quoi commencer ? Avec l'aide de qui ? Et avec quels moyens ? Une école différente, adaptée aux besoins de nos enfants autant qu'à nos conceptions éducatives, est-elle possible ? Doit-elle être ou peut-elle être la même pour tous ? Mais surtout, un changement d'éducation peut-il se faire sans un changement de société ? Beaucoup de questions. De toute façon, dès qu'on parle d'éducation nationale, c'est toujours beaucoup de questions. Mais la première qui est toute simple, c'est on commence par quoi ?
Par où on commence? Par la fin de votre sujet, où vous invoquiez l'idée de l'éducation comme un sujet de société. Et c'est vraiment ça, à mon avis, le cœur du sujet. C'est-à-dire qu'on a eu tendance à renvoyer l'éducation que à l'affaire des professionnels, l'école, ou à l'affaire des familles, les parents. Alors qu'en fait, l'éducation, c'est vraiment ce qui fait l'essence d'une société, à la fois sa raison d'être et puis aussi ce qui la fait avancer. Et donc, pour répondre à l'ampleur des défis, il faut une mobilisation de toute la société. Personne n'a la réponse tout seul. Personne ne peut résoudre tout seul. C'est pas l'école tout seul dans son coin qui peut résoudre tous les problèmes. C'est pas les parents. C'est pas moi tout seul qui vais proposer la réforme qui va tout changer du jour au lendemain. Il faut que chacun dans la société prenne conscience de sa responsabilité et de ce qu'il peut apporter à l'éducation. Et par exemple, là, on vient de lancer une grande démarche qui s'appelle les États généraux de l'éducation en France. Au passage, c'est intéressant parce que c'est une démarche qui a déjà existé dans d'autres pays francophones, notamment en Afrique, et qui vise à mobiliser tous les acteurs de la société pour essayer d'apporter sa part de la réponse. Et quand je dis que tout le monde a une part de la réponse, on l'a vu au moment de cette crise du confinement, avec la fermeture des établissements scolaires. On a dû se réinventer, trouver des solutions dans l'urgence, et qui passaient parfois par la mobilisation de telle personne qui mettait à disposition un ordinateur pour les enfants de ses voisins, de tel acteur qui avait développé telle pédagogie sur Internet, qui l'a mise à disposition de tous. Enfin, on voit bien que les défis sont immenses et que pour y faire face, il faut que tout le monde joue son rôle. Alors, le discours, il est calé, les propositions, elles sont posées, les problèmes sont évidents, mais ce que vous êtes en train de me dire, et que vous dites très très bien, je ne veux pas être désobligeant, mais j'ai l'impression de l'avoir entendu déjà depuis de nombreuses années. Ça, le constat, tout le monde fait le même depuis des années. Tout le monde fait toujours le même. Mais les actions... Quelles sont les actions? Qu'est-ce qui se passe? À part un professeur qui, quelque part, dans son coin, essaye d'aller à l'encontre et essaye d'agir. Vous le disiez, vous, en reprenant justement la dernière question du sujet, c'est un fait, un changement de société, mais c'est énorme. On ne va pas pouvoir avoir des actions à la marge. Il faut une vraie volonté. Est-ce que c'est une volonté politique? Est-ce qu'il faut tout remettre en cause? Parce que c'est ça le problème. Je ne veux pas être désobligeant. Non, et moi, je comprends. Alors déjà, je pense qu'il ne faut quand même pas être trop négatif. Il faut regarder un constat très objectivement. On a un système français qui marche bien pour toute une partie de la population, avec une élévation du PISA le prouve, on est dans la moyenne, on n'est pas les pires, on n'est pas les meilleurs, donc à la limite on pourrait se poser la question, pourquoi vouloir tout bousculer aussi? Alors voilà, il y a des vraies faiblesses bien identifiées, c'est le fait qu'en France, la réussite scolaire est particulièrement liée à l'origine sociale. C'est-à-dire que normalement, dans une vision idéale, l'école est là pour compenser les inégalités de départ, or on voit qu'elle les renforce. L'école de la République. Juste pour reprendre sur le constat, il ne faut pas être dans la fatalité complète. On a des choses qui marchent et qui ne marchaient pas avant et qui marchent mieux maintenant. Je vous donne un exemple, le décrochage scolaire. Quand on regarde la part des jeunes Français qui sortent du système scolaire sans formation, il a beaucoup diminué au cours des dernières années. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème et on s'est dit, tiens, on va s'en occuper enfin. Parce que pendant des années, on disait, voilà, il y a 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire chaque année. Et puis voilà, tout le monde faisait le constat, comme vous le disiez. Et puis à un moment, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Et donc on a mis en place des dispositifs déjà pour vraiment savoir qui sont ces jeunes et leur proposer des dispositifs adaptés avec peut-être plus de souplesse, plus de capacité d'adaptation, des micro-lycées. Et ça marche. On a aujourd'hui, alors les chiffres peuvent varier selon les estimations, etc., mais on est passé à 80 000 jeunes chaque année qui sortent du système scolaire, alors qu'on était à 150 000 il y a quelques temps. Donc, pourquoi ça n'agit pas sur le grand public? Pourquoi c'est des chiffres, c'est important, et surtout pour ces 80 000 jeunes. Pourquoi oui, mais c'est à la marge. Pourquoi les gens ne sont jamais satisfaits? Ça, c'est sans doute un très, très, très français de voir toujours ce qui ne va pas et de s'en plaindre, etc. Et tant mieux, parce que ça nous pousse à nous réformer. Il faut encore faire beaucoup. C'est pas satisfaisant d'avoir encore tant de jeunes qui décrochent. C'est pas satisfaisant d'avoir, ce que vous le disiez tout à l'heure, autant de jeunes de milieux défavorisés qui sont privés d'un parcours de réussite parce qu'on n'est pas capable de répondre à leurs besoins éducatifs. Donc, je ne suis pas en train de dire que tout va mal. Je suis en train de dire que quand on se donne les moyens et qu'on identifie bien les problèmes, on peut apporter des réponses et que ça peut marcher. Donc ça, c'est assez rassurant. Honnêtement, il y a un certain nombre de leviers qu'il faut maintenant lever. Je pense notamment dans la question de l'organisation du système éducation nationale. Alors, en parlant de levier, un des premiers leviers, on va essayer ce sont les professeurs. Le rapport prof-parent c'est nettement dégradé. On entend constamment les parents, oui, les profs ne nous parlent pas, ils nous méprisent, les parents ne nous respectent plus. Est-ce que c'est les gros titres et les faits divers qui amènent le grand public à penser que c'est général, ou
Ça aussi, c'est à la marge. Et dans l'ensemble, le rapport entre parents et professeurs, la communication existe et le travail en commun fonctionne. Alors, il y a des difficultés, hein, je ne vais pas les nier, mais on a fait une étude avec Vers le Haut, on a sondé les Français sur quelle image vous avez sur des enseignants, des éducateurs, et on voit que les Français, et même les jeunes, on a sondé les jeunes et les parents, ont une très bonne image des enseignants dans l'ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés, qu'au quotidien, il n'y a pas des frottements, etc. Il y en a même, et vous avez raison de le dire, c'est plutôt un phénomène qui est de plus en plus problématique. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que globalement, il y a une bonne image sur les métiers de l'enseignement de la part des Français. Après, dans cette mauvaise relation, il faut voir que justement, il y a sans doute eu, de la part de l'école, en France particulièrement, un peu l'idée de revendiquer une forme de monopole de l'éducation, dire l'éducation c'est nous, et de mettre un peu à la marge les familles. Et d'une certaine façon, les parents font payer à l'école le prix de cette revendication en disant très bien, vous avez voulu vous en occuper, gérer ça, eh bien, on va vous décharger ce qui concerne l'autorité, la notation, etc. Oui, parce que là, il y a un problème en préparant l'émission, je me suis rendu compte que des profs critiquaient le fait, revendiquaient le fait de ne plus pouvoir instruire, mais ils éduquent. On nous demande maintenant d'éduquer des élèves, là où avant notre rôle était de les instruire. Ça aussi, c'est une minorité ou c'est... Je suis toujours un peu mal à l'aise avec une distinction trop radicale entre éducation et instruction. En France, le ministère en charge de l'école s'appelait le ministère de l'instruction publique jusque dans les années 30. Or, quand on pense aux fameux hussards noirs de la Troisième République, c'est évident qu'ils avaient une dimension éducative et pas uniquement d'instruction et de transmission de savoir. Ils avaient une dimension d'éducation des jeunes dans toutes leurs dimensions. Et depuis qu'on a un ministère de l'Éducation nationale, certains viennent à dire maintenant, non, le rôle de l'école, ce serait juste de transmettre des savoirs. Je pense que c'est une erreur. Il y a évidemment une répartition des rôles entre la famille et l'école, chacun ne fait pas exactement la même chose, mais on contribue à l'éducation aussi quand on fait des mathématiques, quand on fait de l'histoire, parce qu'on apprend le goût de la rigueur, de l'honnêteté, la recherche de la vérité, et ça contribue aussi à éduquer, c'est pas juste d'apprendre des dates ou d'apprendre une formule mathématique. Donc je pense qu'il faut justement mieux travailler sur une meilleure articulation entre l'éducation et l'instruction et pas les séparer. On fait une proposition avec Vers le Haut, ce serait l'idée de rédiger une charte de l'éducation. En France, il y a une charte de l'environnement qui a été rédigée et adossée à la Constitution de la République française qui précise des grands principes pour l'environnement. Est-ce qu'on serait capable de faire la même chose dans le champ de l'éducation pour justement mieux dire ce qu'on attend de l'école, ce qu'on attend des familles, ce qu'on attend des médias qui ont un rôle dans l'éducation très important, ce qu'on attend de chacun en matière d'éducation pour sans doute apaiser les relations et travailler tous ensemble dans la même direction. Alors, vous le disiez tout à l'heure, la crise du coronavirus a fait bouger les choses et a bousculé un petit peu les fondements de l'institution. Ce qu'on relève le plus, c'est qu'il y a un fossé qui s'est encore plus creusé entre les élèves et les professeurs, pour le coup, connectés, et ceux qui ne l'étaient pas. Comment on fait pour essayer d'équilibrer le rapport de force, pour éviter qu'un prof soit déconsidéré parce qu'il est incapable de se déconnecter, alors que les gosses ils vivent avec? Là aussi, il y a un fossé qui s'est creusé. Exactement. Alors c'est vrai que cette crise du coronavirus a amplifié ou révélé des tendances déjà en germe, mais assez lourdes. La question des inégalités entre ceux qui ont l'accès et ceux qui n'ont pas l'accès au numérique. Et puis globalement, ce poids du numérique dans l'éducation, que tout le monde percevait bien avec le taux d'équipement des jeunes qui a beaucoup augmenté en smartphone, le temps passé devant les écrans qui a augmenté. Et puis maintenant, en quelques jours, on a dû s'adapter et basculer sur un usage massif du numérique. Et on a vu qu'on n'était pas encore très prêt. Alors effectivement, il y a des enseignants qui ont fait des choses extraordinaires, vraiment, je le dis, sans flagornerie. Et puis, il y en a qui ont été très démunis. Et puis globalement, on s'est quand même rendu compte qu'on n'était pas équipés. Enfin, je veux dire, les enseignants aujourd'hui, on ne leur donne pas d'ordinateur portable pour travailler à la maison. D'un point de vue mondial, c'était à peu près la même chose pour tout le monde, où il y a des pays qui étaient ultra connectés et d'autres, j'imagine, beaucoup moins. Mais on se situe comment à ce niveau-là? Parce que c'est bien de taper toujours sur les mêmes, mais est-ce que la réalité, c'est quoi? Vous avez raison. Je pense qu'encore une fois, on peut dire que la France est à peu près dans la moyenne. On a des pays qui sont vraiment très avancés sur le numérique. Comme je pense à un exemple comme Singapour, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude de l'OCDE il n'y a pas longtemps qui a été sortie et qui montrait que les pays qui avaient massivement investi dans le numérique n'avaient pas forcément eu des gains en matière de maîtrise des fondamentaux très importants. Donc il n'y avait pas un effet très puissant. Donc ceux qui pensent que le numérique va résoudre tous les problèmes éducatifs, manifestement ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut exclure le numérique, mais comment le dompter, l'apprivoiser. Il y a quand même un problème
peut-être particulièrement inquiétant pour la France, c'est le manque d'investissement dans les contenus pédagogiques. C'est-à-dire que c'est déjà bien d'avoir des outils, des tablettes, des ordinateurs, mais si on met rien dedans. Voilà, exactement. Ouais. Et ça, il y a notamment un vrai risque, j'allais dire, de souveraineté pour la France et la francophonie dans son ensemble, de la capacité à produire des contenus pédagogiques français ou francophones et pas uniquement dépendre de ce qui se produit à l'international, parce que dans l'éducation se passe l'avenir d'un pays. Est-ce que vous connaissez la TWICT? Oui, j'en ai déjà entendu parler. Alors, la TWICT, c'est une dictée à l'aide de Twitter, mais le plus simple, c'est qu'on regarde, on est allé dans une école et on est allé suivre une TWICT. Regardez. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons faire une TWICT Express. La classe avec laquelle nous allons correspondre aujourd'hui et demain, ce sont les les CM2C. Avant les vacances, nous faisons une dernière dictée. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une dictée un peu particulière, 140 signes au maximum, car après avoir écrit leur texte sur des cahiers, les enfants vont le soumettre à la correction d'une autre classe via un compte Twitter. Mais attention, avant d'envoyer leur texte, il faut d'abord négocier. Négocier, ça veut dire on va tous se mettre d'accord en groupe pour que la phrase elle soit correcte et qu'on puisse l'écrire sur l'ordinateur pour l'envoyer à la classe. Les dictées négociées sont envoyées en message privé via le compte Twitter de la classe, direction l'école Miroir de Chevry-Cossigny, dans le département voisin. Cette fois, les élèves ont pour mission de jouer les correcteurs à coups de hashtags sur les ardoises numériques, un rôle très apprécié. C'est plus marrant, on écrit sur des tablettes. On travaille en groupe. Une fois les corrections faites, les élèves rédigent des tweeties, sorte de micro-leçons d'orthographe, toujours en 140 signes maximum. L'avantage, c'est que c'est immédiat. Quand on envoie, très souvent, ils voient qu'il y a une réponse, les élèves voient la réponse des autres. Donc c'est vraiment le côté immédiat, peut-être plus immédiat que le mail. Ils savent aussi qu'ils sont lus par tout le monde. Tous les gens qui les suivent les lisent. Donc il y a vraiment aussi cette notion, on ne fait pas d'erreur quand on écrit sur Twitter. Une soixantaine de classes pratiquent déjà la TWICT, en France mais aussi au Canada et au Togo. Et selon les enseignants, les progrès sont déjà perceptibles. Marc, je voulais vous montrer ce sujet parce que je trouve, alors c'est un avis totalement personnel, qui réunit tout ce dont on a besoin. La classe, le vivre ensemble, la négociation, donc la communication, la technologie, l'orthographe. Je pense que si j'avais une TWICT, j'aurais peut-être été un peu moins mauvais. Enfin, ça, c'est une petite parenthèse personnelle. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de démarche ? Que c'est très intéressant et qu'il y en a beaucoup d'autres aussi. Et c'est ça qui me rend enthousiaste quand vous disiez tout à l'heure rien ne change, ça fait des années. En fait, si. Je ne suis pas le seul à le dire. Oui, mais vous êtes aussi capable, et je vous en remercie, de souligner des expériences de ce type, et il y en a beaucoup. Un des grands défis maintenant, c'est comment est-ce qu'on passe de cette initiative dans une classe avec un enseignant à un changement systémique qui fait vraiment bouger les lignes dans l'ensemble de l'éducation et qui permet du coup à chacun d'en profiter. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que l'éducation nationale va dire à tout le monde maintenant, tous les jeudis matins à 10h, c'est TWICT ? Eh bien non, ce serait la pire des choses à faire, justement. Je pense qu'il faut renoncer à cette idée qu'il y aurait un modèle éducatif pur et parfait qui devrait s'appliquer dans tous les établissements de France, mais là, tous les jeunes. Centralisé, alors c'est... Exactement. Non, mais je pense que cet exemple-là, il faut, pour porter un projet éducatif, il faut se l'approprier, il faut être enthousiaste. On ne peut pas demander à un enseignant de faire quelque chose en quoi il ne croit pas, en quoi il n'est pas convaincu du bien fondé. Donc, quand on voit une enseignante comme celle que vous avez montrée dans ce reportage, qui s'est emparée d'un outil, elle a une capacité de transmission qui est décuplée et donc un impact éducatif sur les enfants qui va être beaucoup plus fort. Il faut qu'on arrive à intégrer ça. C'est-à-dire que quand on restera dans l'idée que depuis un bureau parisien, un technocrate aussi bien intentionné qu'il soit va décider pour tout le monde ce qu'il faut faire, on n'y arrivera pas. Donc la même école pour tous, c'est pas possible. Mais en fait, la même école pour tous... Mais est-ce qu'elle doit être pour tous déjà ? Posons la question autrement. Est-ce que l'école doit être la même pour tous ? Mais ça dépend. C'est-à-dire qu'il faut que les objectifs de croissance des enfants, de développement soient j'allais dire, de les tirer au maximum de leur potentiel, leur donner tous les moyens de développer leur qualité, leurs compétences. Mais avoir exactement la même règle pour tous, c'est pas la meilleure façon de les faire réussir. Et on le voit dans tous les systèmes éducatifs. Et c'est vraiment un des problèmes de notre système éducatif. Je vais faire, si vous me permettez, un petit développement rapide. On a un système éducatif qui a été créé un peu sur le modèle d'une
d'une pyramide, avec l'idée que la base de la pyramide, c'était d'apprendre à tout le monde un peu les fondamentaux, notamment pour en faire des citoyens qui peuvent lire, écrire, compter, voter, etc. Et puis l'idée d'une pointe de la pyramide qui serait de former une élite qui passerait par des grandes études, l'université, les grandes écoles, etc. Et en fait, quand on a créé le système éducatif républicain, la plupart des gens en fait, se formaient après en dehors de la pyramide. C'est-à-dire que vous aviez la base de la pyramide et puis après vous alliez en apprentissage, vous alliez travailler dans les champs, etc., etc. Et donc, finalement, la pointe de la pyramide ne concernait qu'une petite élite, mais ce n'était pas grave, parce que l'ensemble de la société se formait de façon très diverse. Mais on a gardé un peu ce même système pyramidal, alors que les enjeux ont complètement changé. Il y a 100 ans, il y avait à peu près 10 000 bacheliers par an en France. Maintenant, il y en a plus de 640 000. On a changé de modèle. Et pourtant, on a gardé un peu cette vision pyramidale avec un seul modèle, un seul objectif d'amener les enfants tous à faire des bacs plus 5, etc. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent mais de toute façon, le seul diplôme qui compte maintenant, c'est le réseau. Moi, j'ai un ami qui est bac plus 8, il n'a pas de réseau, il ne travaille pas, il travaille chez McDo ou il est caissier chez Carrefour, qui sont des métiers honorables, mais quand on fait bac plus 8, on peut légitimement espérer autre chose. Et à côté de ça, j'en ai un, son père, il connaît quelqu'un qui l'a pris dans son boulot et il a été formé en interne et maintenant, il gagne très très bien sa vie, il n'a aucun souci. En plus de ça, il habite chez ses parents qui habitent dans Paris, donc... Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que c'est pas complètement faux. Alors c'est pas complètement faux, mais statistiquement c'est quand même intéressant de voir que le niveau de diplôme permet une meilleure intégration professionnelle. Enfin ça on le voit, il y a un taux de chômage par niveau de diplôme qui est décroissant. Donc c'est pas complètement vrai non plus. Après ce qui est intéressant c'est que ça pose la question quel diplôme par rapport aux besoins de la société et comment il y a une réconciliation qui s'opère entre le monde professionnel et le monde de l'école pour qu'il y ait une adéquation. Vous avez parlé de l'IA et des études de comptables, c'est ça? Non, Quand on dit pourquoi continuer à former des comptables alors que dans 10 ans, l'intelligence artificielle... Alors pourquoi pas, mais en tout cas, ça pose la question plutôt, est-ce que l'école et les diplômes et les formations professionnelles doivent vous apprendre juste une expertise métier extrêmement pointue, alors vous parliez de la comptabilité extrêmement pointue, ou est-ce que ça doit apprendre aussi des compétences qu'on appelle les compétences transverses, apprendre, à se renouveler. Et ce qui est intéressant, c'est que les entreprises demandent de plus en plus des gens qui ne sont pas forcément des experts d'un domaine, mais plutôt une capacité de transformation, parce que l'économie, les métiers change très très vite. Et je prends un exemple dans le champ informatique, tel responsable d'une société informatique, s'il recrute quelqu'un qui a la maîtrise très forte de tel langage informatique qui va être périmé dans 6 mois, il va faire une mauvaise affaire. Donc la question aujourd'hui, c'est comment est-ce que l'école permet effectivement de développer des compétences, de transmettre des savoirs, etc., mais aussi de fournir la capacité relationnelle dont vous parlez, c'est-à-dire d'aider des jeunes à intégrer l'importance du réseau, de la relation. C'est quoi, c'est un problème d'orientation? On oriente mal les élèves? Ça, on a clairement un grave problème d'orientation en France, ça c'est évident. Comment on peut solutionner ça? Quelles sont les premières solutions qu'on peut proposer? C'est intéressant. Je parlais tout à l'heure de notre vision pyramidale, du coup, qui a tendance à survaloriser l'abstraction intellectuelle, les études très longues, et à dévaloriser les filières professionnelles. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, c'est ça. Par exemple, mais donc on voit que par exemple en taux d'insertion, aujourd'hui il y a des diplômes en bac professionnel, en bac plus 2 qui ont des taux d'insertion professionnelle très très élevés et pourtant qui restent assez dévalorisés dans les perceptions. Donc quand vous disiez tout à l'heure on ne changera pas l'école si on ne change pas la société, vous avez complètement raison sur ce point précis. Il faut que la société globalement change sa perception de qu'est-ce que la réussite. Est-ce que la réussite c'est uniquement avoir un diplôme prestigieux, etc. Ou est-ce que c'est d'être capable de développer ses compétences. On l'a vu pendant la crise, c'était très très intéressant. On a vu que des métiers qui sont parfois dévalorisés sont vraiment particulièrement vitaux pour le fonctionnement d'une société. Et ça, j'espère qu'on en tirera les leçons à plus long terme. Alors, malheureusement, on arrive déjà au terme de l'émission. Une dernière question. Par rapport à tout ce qui vient d'être dit, là, d'un seul coup, je suis en train de me dire, mais est-ce qu'on n'en demande pas trop, finalement, à l'école? On en demande trop et on n'en demande pas assez. C'est-à-dire qu'on en demande trop si on croit qu'elle va résoudre tous les problèmes tout seul. On n'en demande pas assez si on la dévalorise sur son cœur d'expertise, la transmission des savoirs, la bienveillance et l'exigence. Enfin, voilà. Donc il faut être à la fois, il faut beaucoup attendre de l'école, parce qu'elle peut apporter beaucoup, et à la fois acceptez, nous, en tant que citoyens, qu'on a tous notre part de responsabilité. Et je vous ai parlé tout à l'heure de ces états généraux de l'éducation, et on a lancé une plateforme
qui s'appelle états-généraux-éducation.fr où chacun peut venir apporter sa contribution, dire voilà, moi, ma proposition, c'est ça. Voilà le truc que je connais qui marche bien dans mon école, dans mon association, c'est ça. Toutes ces informations, on les trouve sur verlehaut.com. Oui, verlehaut.org. Et vraiment, j'invite tous vos téléspectateurs à s'emparer de ce sujet. Il ne faut pas tout attendre de la puissance publique ou de l'école, etc. Ils peuvent jouer un rôle dans l'éducation. Marc Vanesson, merci beaucoup. Merci à vous. On arrive à la fin de l'émission. Nous, on se retrouve très très bientôt pour un nouveau TLS+. En attendant, continuez à vous informer sur Télésud.